Si vous avez une âme d'accompagnant et cherchez à vous former pour vivre de votre activité de thérapeute, alors je vous invite à découvrir aujourd'hui l'école de formation professionnelle à l'hypnose, le sponsor de cet épisode. L'école de formation professionnelle à l'hypnose vous propose une formation de 3 mois pour devenir un hypnothérapeute à l'expertise reconnue et aider hommes et femmes à transformer leur vie. Pendant la formation, qui est sous un format hybride entre le distanciel et le présentiel, l'accent est mis sur la maîtrise de l'hypnose avec un complément sur comment se vendre et développer son activité. Cette école est cofondée par Thibaut Goutier, hypnothérapeute, et Alexandre Dana, le fondateur de Live Mentor, que vous avez déjà entendu tous deux dans Métamorphose. Et spécialement pour les auditeurs de Métamorphose, l'école de formation professionnelle à l'hypnose vous offre une formation gratuite de 30 minutes pour comprendre comment devenir hypnothérapeute et vivre de cette activité confortablement. Alors rendez-vous tout de suite à l'adresse formation-professionnelle-hypnose.com ou sur le commentaire épinglé à cette vidéo pour vous inscrire. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquer, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. La mort est un sujet tabou dans nos sociétés matérialistes. Elle est présente dans nos quotidiens, mais on évite d'en parler car elle fait peur. Et en plus d'être effrayante, la mort paraît inexplicable. Chercher à la comprendre semble une quête vouée à l'échec. Et on se résigne à cette redoutable évidence comme à un mystère insondable. Alors qui questionner ? Notre invité d'aujourd'hui, médecin psychiatre, psychothérapeute, étudie les preuves scientifiques de la survie de la conscience après le passage dans l'au-delà. Et il pense qu'il n'y a pas de raison de craindre la mort. Il est l'auteur sur ce sujet d'un nouveau livre avec Marie-Odile Riffard aux éditions Larousse qui s'intitule « La vie après la mort, pourquoi il faut y croire ?» Avec lui, explorons les signes de la vie après la mort. Expérience de mort imminente, médium et vie antérieure, exploration de la conscience nous mettent sur la voie d'une mort comme passage vers une autre forme de vie. J'ai le grand plaisir d'accueillir Olivier Chambon. Bonjour Olivier. Bonjour Anne. Et bonjour à tous et à toutes. Oui, bonjour à toutes et à toutes qui nous écoutez. Alors Olivier Chambon, qu'est-ce qui vous a conduit dans votre parcours sur cette voie et à vous intéresser en fait à ces sujets-là ? Bon, ça a été parallèle à mon évolution spirituelle. Ceci dit, ça a été aussi une découverte tout simplement en lisant les livres de Raymond Moody, en assistant aux actes du congrès de Martigues, les premiers qu'il y avait eu en France sur les expériences de mort imminente, puis ensuite en croisant les sources d'information, et ça m'a apparu de plus en plus évident que tous les faits qui pouvaient être rassemblés dans ce qu'on appelle les expériences périmortelles, mais j'y reviendrai, c'est-à-dire juste avant la mort, pendant la mort, après la mort, tout ça convergeait vers la validation de l'hypothèse selon laquelle la conscience est indépendante du cerveau, donc elle survit à la mort du cerveau, et donc il n'y a pas d'anéantissement après la mort. Et tout ça, si vous voulez, c'est un peu comme les éléments d'un fagot. Moi, j'appelle ça le fagot, c'est-à-dire que une par une, les preuves, les faits utilisés peuvent être facilement remis en cause, si on veut. Mais si on rassemble tous les faits, toutes les brindilles dans un même fagot, alors là, ça devient beaucoup plus difficile à casser comme hypothèse. Et maintenant, on peut dire, au vu des données des expériences périmortelles, qu'il y a 99,% de chances que l'hypothèse selon laquelle la conscience est indépendante du cerveau soit vraie, et 1% selon laquelle le cerveau crée la conscience, donc s'il meurt, la conscience meurt. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le hard problème de la conscience, le problème difficile de la conscience. C'est-à-dire que les neuroanatomistes, les neurophysiologistes, les neurochercheurs, on va dire scientifiques, n'ont jamais pu montrer que le cerveau crée la conscience. Et probablement ils ne pourront jamais le montrer parce que c'est pas le cas. Et on est plus dans un modèle dit post-matérialiste dans lequel la conscience utilise le cerveau comme les ondes d'un programme utiliseraient le poste pour retransmettre le programme. Si on casse le poste, on reçoit plus le programme, mais il existe toujours. Et si on casse le poste, on ne verra pas l'orchestre qui est en train de jouer de la musique à l'intérieur du poste. Il est ailleurs.
Par contre, le poste est bien utile. Et on va dire que dans les expériences de mort imminente, le transistor du poste devient très très poreux, capte à grande antenne d'autres programmes que d'habitude. Et c'est pour ça qu'il y a des phénomènes spirituels. Et tous les phénomènes spirituels sont liés à un élargissement de la petite conscience de base qui n'est plus enchâssée dans l'ego, qui n'est plus hypnotisée par l'ego et qui se décentre des ruminations du moi et qui donc s'ouvre à d'autres champs, se connecte à d'autres champs de conscience. Et après la mort, après la mort, bien sûr que le cerveau est à l'arrêt total, meurt donc, et effectivement, il n'y a plus rien qui retient la conscience, il n'y a plus rien qui l'accroche au sol, on va dire. On reviendra dessus. Voilà, Ouais. voilà. On va revenir longuement sur la conscience et l'âme et qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience, au niveau plus global de la petite et de la grande conscience. Mais pour résumer, juste pour répondre à votre question, parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment répondu en fait. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser à ça, puis ensuite à savoir. C'est même plus c'est plus une croyance, c'est plus une pensée, c'est un savoir, parce que tout se rejoint, tout converge, tout va dans le même sens. C'est simplement effectivement mes lectures, ensuite mes propres expériences autour de la mort, et puis la rencontre de témoins et l'écoute de des multiples vidéos de gens qui témoignent par exemple d'expériences de mort imminente. Il faut vraiment être de mauvaise foi ou alors être complètement ne pas croire du tout en l'humanité des gens ou ne pas voir que ce qu'ils racontent ils le font, c'est pas de la mythologie, c'est pas du mensonge, ils sont pas délirants. Voyez pour les sceptiques les vidéos, les nombreux témoignages d'expériences de mort imminente, vous verrez que ce sont des gens, on voit de toute évidence, sauf si vous manquez vraiment d'empathie, ou vous croyez en personne et que vous êtes méfiant de tout, mais vous voyez que ce qu'ils écrivent, ils n'inventent pas, ils s'en souviennent même des années, des dizaines d'années après l'avoir vécu, comme si c'était hier, comme si c'était il y a une minute, et tout ce qu'ils disent montre bien qu'il y a effectivement quelque chose après la mort, vraiment. Enfin, c'est du bon sens, il y a des fois. Moi, si vous voulez, j'ai une carrière très matérialiste au départ. Hein. Je suis médecin, psychiatre, donc études médicales, études matérialistes. Je m'étais surtout passionné au départ pour la nosographie, l'étude de classification, pour la psychométrie, la validation des chaînes de mesure, les tests statistiques, l'épidémiologie, etc. Enfin bref, donc rien ne me prédisposait, sinon le caractère frappant de vérité, puis l'effet de convergence en fagot, comme je vous disais, rien ne me prédestinait à m'intéresser autant à ça, puis à ce que ça devienne pour moi une évidence. Si vous voulez, voilà, si je jette 100 fois une pièce de monnaie puis qu'elle tombe au sol, vous allez pas me dire la 101e une fois, non, bah elle va peut-être tomber, elle va peut-être pas tomber, elle va peut-être léviter, puis rester en l'air. Ben non, la 100e fois, elle va retomber. Ben, c'est aussi basique et aussi évident que ça pour moi après avoir étudié. Simplement, faut se donner la peine d'étudier, parce que souvent les critiques de ces choses-là qui disent ouais non mais c'est dû à un manque d'oxygène, ouais mais c'est dû à un cerveau qui déraille, ouais mais c'est etc. C'est les gens qui n'ont pas lu la littérature, qui n'ont pas écouté de témoins, puis surtout qui ne connaissent pas les contradictions, parce que non, là il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent alors qu'il n'y a pas d'hypoxie, il n'y a pas de manque d'oxygène au cerveau. Non, il n'y a pas d'échange avec des neuromédiateurs qui créent des hallucinations, parce qu'à un moment, il n'y a plus rien. Le EEG est plat, l'extraencéphalogramme, pardon, et donc il n'y a plus d'échange neuromédiateurs. Donc ça peut pas être des neuromédiateurs, des substances chimiques qui créent ça. Enfin bref, toutes les critiques faciles pour des gens qui ne sont pas pris la peine d'écouter, de lire et de voir et de comprendre, peuvent être démontées facilement aussi dans le livre La conscience immortelle, qui est un autre livre jumeau, un peu dire plus scientifique encore que la vie après la mort. Là, on reprend, moi et Marie-Odile Riffard, tous les arguments habituels et automatiques réflexes, on va dire, du café du commerce des sceptiques, et on montre que non, ces arguments-là ne sont pas valables. Il n'y a rien qui invalide le fait que la conscience soit vraiment indépendante du cerveau et ne suivrait pas la mort. Alors, je pense qu'on s'attardera effectivement pas là-dessus parce que vous démontrez dans le livre et puis maintenant, et comme vous dites, il y a énormément de littérature sur le sujet. Tout à fait. Nous, ce qui va plus nous intéresser dans cette interview, c'est d'aller vraiment comprendre plutôt ce qui se passe. Alors, je voulais juste, excusez-moi, je voulais juste dire, oui, vous avez raison, il y a beaucoup de littérature, il y en a beaucoup en anglo-saxon, beaucoup, depuis 40 ans, 45 ans, il y a énormément de littérature. En France, il y a un pionnier comme Jean-Jacques Charbonnier qui a écrit beaucoup de livres, beaucoup de témoignages. Et puis il y a aussi Stéphane Alix, un journaliste qui est connu maintenant, qui a écrit un certain nombre de livres maintenant sur le sujet. Donc bien sûr que ça commence à être connu, même en France, je dirais, parce qu'on a vraiment du retard au niveau spirituel. Alors il y a eu aussi la traduction du livre d'Eben Alexander, qui est
qui est ce neuroscientifique aussi Neurochirurgien, américain, oui. neurochirurgien. Moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer aussi Anita Mourjani pour Oui, voilà. Féminin Bio, qui a effectivement aussi témoigné. Alors elle, pas comme scientifique, mais plutôt comme en tant qu'expérience. Enfin, je sais pas si on peut la qualifier d'expérienceuse parce qu'elle est pas vraiment, c'était pas volontaire de sa part, mais en tout cas, elle a expérimenté une EMI. Oui, et surtout, elle est intéressante son cas parce que c'est un des nombreux cas où les gens ayant contacté la lumière, c'est-à-dire un être de lumière, plein d'amour, de connaissances, etc., qui sont ensuite guéris par cette lumière, qui la portent en eux après l'expérience, et qui, elle a été guérie d'un lymphome qui normalement était fatal et à court terme. Elle s'en est remis très rapidement. Les médecins ne pouvaient pas expliquer ça, sinon que le contact avec la lumière, qui était un des attributs de la conscience avec un grand C, est classiquement guérisseur, remet de l'ordre, de l'information, de l'harmonie. On pourrait dire en scientifique, c'est négantropique. Voilà. C'est ça, je crois que de mémoire, elle retrouve son père qui était parti avant Voilà, elle, et tout à puis fait. voilà, effectivement, qui lui dit, qui lui fait comprendre que ce n'est pas encore tout à fait son heure. Ouais. Alors pour revenir un peu en arrière, vous avez recensé un petit peu quelles sont les peurs les plus fréquentes autour de la mort. Peut-être on peut en entendre comme ça quelques-unes. Oui, alors tout à fait. On a le livre, hein, la vie après la mort, est une commande directe des éditions Larousse, donc il veut faire quelque chose de grand public. Donc du coup, on a commencé à le lire en s'adressant au grand public, c'est-à-dire sur Facebook. On a fait un petit questionnaire en disant aux gens de nous dire quelles étaient les peurs les plus fréquentes vis-à-vis de la mort. Et dans le premier chapitre du livre et dans le dernier, on répond à ces questions par des affirmations ou par des éléments scientifiques qui reprennent ce qu'on dit dans le corps de l'ouvrage. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin, le dernier chapitre, c'est les questions les plus élaborées auxquelles on donne des réponses les plus complexes, parce que là, les gens ont lu le livre et peuvent comprendre ce qu'on dit. Oh bah, des peurs de la mort, il y en a de multiples variés. Ça peut être des peurs très basiques, comme quoi il y aurait rien. Et donc, angoisse, tout ça pourquoi? Du C'est vide. comme une bibliothèque qu'on brûle. À quoi bon tous ces livres qui sont maintenant brûlés par la mort, enfin je veux dire. Et puis il y a la peur de la rupture des liens aussi. Que vont devenir les autres? Comment ils vont supporter ma mort? Et moi je les verrai plus jamais. Et moi l'amour, tout ce que j'ai dans mon cœur, je pourrai plus jamais le revivre. Vous voyez? Il y a aussi la peur d'être puni, d'arriver. Ça c'est très judéo-chrétien, la peur d'arriver dans une sorte d'enfer ou dans les limbes du purgatoire. Parce qu'on n'a pas eu une vie assez méritante, on n'a pas été assez bon, je sais pas, tout ce que vous voulez, chrétien, citoyen, etc. Il y a aussi la peur qui est drôle de rencontrer des gens qu'on n'a pas envie de rencontrer ou d'habiter pour ceux qui croient qu'il y a quelque chose donc justement pour habiter des endroits qu'on n'a pas vraiment choisis, quoi, être encore obligé de supporter, et là avec moins de moyens pour s'isoler puisque comment dire, il y a plus de maisons en béton pour aller s'isoler. Il y a aussi des gens qui ont peur de se réincarner trop vite. Là aussi, ils croient à ce qu'il y a quelque chose après la mort, mais eux, ils ont peur de se réincarner trop vite ou dans des vies qu'ils n'auront pas choisies là encore. Enfin, il y a des peurs multiples et variées. Je vais attendre qu'il y en ait d'autres qui me reviennent en tête. Si vous en avez vous en tête, dites-le pour pas faire perdre de temps aux auditeurs. Non, je crois que vous les avez, pour avoir lu votre livre, je pense que vous en avez recensé effectivement un certain nombre, notamment cette peur du vide, du rien, qui finalement Oui, vous oui. dites est pas un véritable rien. Oui, et pas un véritable rien dans lequel on fin de pourrait compte, errer à l'infini, comme ça, perdu dans un immense et glacial espace où rien ne se passe. c'est ça. Un peu comme un cosmonaute qui serait sorti de sa navette, qui aurait perdu le fil et puis qui dérive comme ça à l'infini. À l'infini. Alors, on repart. Aussi, excusez-moi, Oui. excusez-moi, il y a aussi la peur que s'il y a une vie après la mort, que les gens se disent je regrette de pas avoir assez montré d'amour dans cette situation-là. Je m'en veux d'avoir fait du mal à telle personne. J'aurais dû leur dire que je les aimais avant de partir, etc. C'est la peur de pas avoir assez bien fait. Les regrets, finalement. On verra qu'il y a ce qu'on appelle des contacts avec les défunts, c'est-à-dire que dans 25% des cas de gens qui perdent un être cher, c'est 50% si c'est votre mari ou votre femme, il y a un contact spontané avec les défunts dans lequel le défunt peut justement dire ces paroles ou faire comprendre que je t'aime, tout va bien, je t'en veux pas, ou pardonne-moi. Il y a une sorte de je t'écoute quand tu penses à moi, par télépathie ou par prière, etc. Donc il y a une sorte de rattrapage qui est possible aussi dans le contact avec les défunts. Donc ça, on l'explique dans le livre parce que c'est. Alors justement, comment savoir s'il s'agit pas tout simplement d'hallucination, ces contacts avec les défunts? Il y a plusieurs choses. Comment est-ce qu'on peut Il y a plusieurs choses. Déjà, les gens savent, les gens normaux qui n'ont jamais été psychotiques, qui savent ce que c'est que rêver, qui savent ce que c'est qu'imaginer,
qui savent ce que c'est une rêverie diurne, eh ben ils savent faire la différence. Ils savent que je l'ai pas rêvé, je l'ai vraiment vu, je l'ai vraiment senti, je l'ai vraiment entendu. C'est vraiment vrai, comme si c'était plus vrai que la réalité, quoi. C'est-à-dire que les gens sont capables de sentir, c'est ce qu'on appelle la qualité noétique, N-O-E-T-I-Q-E, de l'expérience. C'est-à-dire plus vrai que vrai. Elle fait autorité parce qu'on sent très bien que c'est quelque chose d'intense et que c'est pas du rêve et que c'est pas une hallucination. Autre argument, c'est que souvent ça arrive la journée quand les gens sont en pleine activité. Ils ont jamais eu d'hallucination avant, ils en auront plus jamais après, donc je vois pas pourquoi ils en auraient subitement là maintenant. Troisième élément, qui est encore plus important, c'est que il existe ce qu'on appelle des contacts spontanés directs et deux personnes qui sont pas au même endroit, qui sont contactées en même temps par le défunt et qui ensuite se téléphonent. Tu sais ce qui m'est arrivé? Non, dis-moi parce que moi aussi j'ai un truc à te dire. Eh ben, tu sais pas quoi, j'ai vu un tel qui. Alors, C'est pas vrai. simultané, quoi. Moi aussi, voilà. Un contact simultané, tout à fait. Donc dans ces cas-là, c'est pas probable que deux personnes hallucinent en même temps, eux qui ont jamais halluciné de leur vie, et en plus, et la même chose, parce qu'une hallucination, c'est pas la même chose, c'est idiosyncrasique, c'est-à-dire chacun a ses hallucinations propres. Les personnes, les délirants, justement, ils ont jamais fait d'association parce que personne délire exactement comme eux. Donc, ça se partage pas. Donc, ça, c'est un très bon argument. Et puis, il y a d'autres choses, hein, quand par exemple, les gens font des expériences de mort partagées. C'est-à-dire qu'il y a des proches qui sont pas malades, qui vont bien, ils sont au lit d'un malade, d'une personne qui va bientôt mourir, et au moment de sa mort, ils voient des choses, une sorte de lumière qui sort du corps, ils voient un tunnel, ils voient que la personne rencontre des êtres décédés, etc. Enfin, ils voient des trucs, hein, sans se concerter. Puis qu'après, quand la personne est morte, ils disent, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure? Non, dis-moi, toi. Ah, moi aussi, pareil. Oh, comment voulez-vous que ce soit une hallucination si c'est en même temps et la même chose? Alors C'est ça, c'est pas moins crédible. connu, c'est moins Oui, connu, ces expériences de mort partagée. tout à fait, tout à fait. Et Raymond Moody a écrit un livre là-dessus. J'en parle dans mes différents livres. Jean-Jacques Charbonnier aussi. Je crois même qu'il y a un chapitre dans le livre là-dessus sur les Oui. expériences de mort partagée. Oui, tout à fait. Oui, c'est intéressant parce que c'est vraiment le truc que ce qui se vit dans l'expérience de mort imminente peut être vécu par des gens qui n'ont aucune souffrance mentale, aucune souffrance psychique, aucune souffrance physique. Et pourtant, ils vivent la même chose et ils vivent quelque chose qui est les mêmes phénomènes que les gens qui sont en train de mourir. Ils voient en fait et ils vivent ce que la personne en train de mourir est en train de vivre. Il y a comme une sorte de trou de verre dans l'espace-temps qui s'ouvre et ils sont dans un espace de conscience élargie, quoi. Donc, Ces personnes-là, pour savoir que c'était justement vérifiable, comment est-ce qu'on a pu recenser un peu ces expériences? Ça paraît pas évident au niveau forcément scientifique justement de les recenser, d'apporter ces informations. ah bah on peut pas les provoquer, donc on peut pas les étudier en disant voilà on va mettre un poisson rouge dans un bocal, on va mettre un produit dedans, on peut voir comment le poisson rouge arrive, parce que le poisson, le bocal et l'eau, on peut les trouver facilement, on peut les mettre quand on veut, mais une expérience comme ça arrive chez 40%, il paraît selon les statistiques, 40% des morts, on peut avoir une expérience de mort partagée. Ça c'est impressionnant comme chiffre, il y a eu plein d'études dans différents pays. Mais par exemple, quand les gens voient quelque chose, ils commencent à voir quelque chose de la revue de vie. Lors de l'expérience de mort imminente, la personne revoit sa vie en long, large, en travers, en 3D, avec les émotions qui vont avec, à la place des gens à qui ils ont fait quelque chose, pour voir en fait prendre conscience de si c'était bien, s'il y avait de l'amour ou pas dans ce qu'ils vivaient. Enfin bref, c'est ce début de revue de vie. Les gens qui sont autour du lit, dans l'expérience de mort partagée, ils peuvent le voir et le vivre. Et parfois, ils perçoivent des éléments de la biographie du sujet en train de mourir qu'ils ne connaissaient pas. Et ils le vivent en même temps, et ensuite c'est vérifié qu'effectivement le sujet a bien vécu ça, mais eux ne le savaient pas. Donc vous voyez, on peut parler plutôt de validation extérieure par des faits. Par exemple, dans les expériences de mort imminente, les gens, ils sortent de leur corps et parfois ils voient à travers les murs, ou ils entendent à travers les murs ce qui se passe avec leur conscience non locale, avec leur conscience qui est dématérialisée. Et ensuite, quand ils racontent ça en revenant à la vie, on dit, les infirmières, les médecins, les gens qui étaient dans la salle d'attente ou même à distance, mais comment vous avez fait pour ça? Alors ça, c'est pas possible. Vous étiez inconscient, électroencéphalogramme plat, vous aviez quelque chose sur les yeux pour pas que ça abîme la cornée. Vous bougez plus, et vous avez vu des choses qui, en même temps, qui existaient et qui sont validées par les témoins. Vous voyez, c'est plutôt de la validation par témoin. Comment les gens ont pu savoir des choses, comme pour les médiums. Les médiums, quand on les fait travailler en condition de double aveugle ou de triple aveugle, c'est-à-dire mieux ou aussi bien que les méthodologies modernes actuelles, en fait, ils peuvent obtenir des informations qu'on ne peut pas expliquer autrement que par le contact avec l'âme des défunts, parce que ces informations sont inconnues de tous, elles sont vérifiées après, vous voyez, Oui. et elles n'ont pas pu être suggérées par le consultant ou amenées par le consultant, parce que lui-même en était ignorant des choses qui ont été révélées. Il va vérifier après, il voit que c'est vrai. Donc il y a plein de sources de validation externe qui montrent que
C'est pas du bobard, c'est pas de la charlatanerie, c'est pas de l'escroquerie, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas des délirés, des délirants, pardon, excusez-moi, des hallucinés, des mythomanes qui veulent se rendre intéressants en racontant des histoires. Non, non. Il y a plein d'éléments de validation qu'on peut pas expliquer autrement que, bah oui, il y a bien quelque chose, quoi, qui se passe. Alors, dans les expériences de mort imminente, est-ce que vous pouvez on en a un petit peu parlé au début, qu'est-ce que les personnes qui ont vécu ça et qui en reviennent donc pour témoigner rapportent globalement, je dirais, parce qu'évidemment, il y a toujours des cas un peu particuliers. Bah, ils rapportent surtout qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas leur corps, qu'ils peuvent en sortir, qu'ils peuvent être indépendants de leur corps. Ils se rendent compte qu'il y a de nombreuses dimensions non visibles qui sont peuplées. Alors peuplées des défunts qu'ils ont aimés sur Terre, mais aussi d'autres entités, des guides, etc., qui a de multiples plans après la vie, quoi, de multiples plans de connaissances et pour vivre, pour résider, pour que la conscience y réside. Ils parlent justement de l'importance. C'est ça le plus important pour eux, c'est ce qu'ils rapportent après, c'est ce qui change complètement leur vie. Ils parlent de l'importance de l'amour dans la vie. Comment, dans cette situation-là, dans les différentes situations de ma vie, j'ai su aimer l'autre, j'ai su m'aimer moi-même, j'ai su aimer la vie. Ou bien, au contraire, à quel moment je me suis fermé, à quel moment je me suis laissé submerger par des émotions principalement de peur. Donc après, derrière, ce qui vient, c'est la haine, la honte, la culpabilité, mais surtout la peur. Comment j'aurais pu faire autrement? Comment j'aurais pu comprendre pour ne pas avoir fait du mal comme ça à quelqu'un d'autre? Parce qu'ils perçoivent aussi les émotions à la place des autres, telles que les autres les ont vécues dans l'interaction. C'est impressionnant, ça. Vraiment, ils le vivent. C'est de l'hyper-empathie, quoi. Ils sont vraiment à la place, quoi. C'est comme si vous regardiez un film au cinéma, mais vous vouliez vraiment rentrer dans la peau des personnages et ressentir ce qu'ils ressentent, quoi. Donc ça, c'est très impressionnant, Ouais. mais c'est commun, très commun, et c'est transformateur. Les gens comprennent que notre principal but sur la Terre, c'est apprendre à aimer. Vraiment. Et ça veut dire ne pas juger, ça veut dire être dans une écoute de compassion, d'empathie, de gentillesse, de douceur, de tendresse, de patience, de tolérance, enfin toutes les déclinaisons de l'amour, quoi, avec un grand A, inconditionnel. Pas l'amour érotique, passionné, etc., possessif. Une forme d'amour justement où je sais que toi c'est moi et moi c'est toi, et qu'au-delà de ça il y a ni toi ni moi, il y a lui ou elle, la conscience, quoi. C'est-à-dire quelque chose de très ouvert, de très très accueillant, comme un vaste ciel bleu qui accueille les nuages, quoi. Il les laisse se transformer, passer, il sait que ils vont pas rester, mais que lui va rester. C'est un grand espace de conscience, lumineux et plein de connaissances. C'est ce contact avec cette lumière, mais aussi avec des proches qui sont déjà Oui, puis avec leur des propre défunts conscience lors de la revue de vie. Lors de et la la revue de vie. propre conscience, d'accord. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment plusieurs éléments qui peuvent les faire toucher, vraiment les contacter en fait, leur Tout à permettre de fait. contacter Et ils voient aussi à quel point leur vie peut être utile aux autres sur Terre. Souvent, ce sont des gens qui se rendaient pas compte à quel point, dès qu'ils font un geste, un acte, ils peuvent impacter sur de nombreuses autres personnes, comme une pierre qu'on jette dans un lac, et puis ça fait des ondes, et puis ça s'étend sur tout le lac. Nous aussi, ce qu'on fait n'est pas anodin. Nous aussi, ce qu'on fait participe à l'équilibre du monde. Donc, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent faire quelque chose. Et souvent, lors des expériences de mort imminente, ils leur aient donné le choix. Tu peux rester, tu peux aller plus loin que cette limite et tu reviendras pas, ou tu peux revenir en arrière et vivre à nouveau sur Terre, continuer à vivre sur Terre. Et beaucoup bien qu'ils soient très 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 bien à retour à la maison dans ces hyperdimensions là, non corporelles, bien qu'ils soient très bien avec les paysages paradisiaques qu'ils voient et les êtres lumineux qu'ils rencontrent, ils retournent quand même dans leur corps, comme ils disent, comme dans un scaphandre, un habit d'homme grenouille, tout étroit et tout mouillé et très douloureux quand ils viennent de sortir d'un accident. Mais ils le font quand même parce qu'ils voient qu'ils ont quelque chose à apporter, notamment à leur famille, mais aux autres. Et ils reviennent pour apporter quelque chose. Donc, ces gens qui reviennent, qui sont plus altruistes, plus tournés vers les autres, plus tournés vers des valeurs sociales, coopératives, écologiques, qui changent d'ailleurs de valeur et de métier, hein, souvent au cours de la vie. Et parfois, souvent de partenaires et tout. Parce qu'ils vivent à un niveau un peu plus haut, quoi, qu'avant. Donc, ça fait un peu le ménage dans les relations, parfois. Mais c'est comme une nouvelle naissance. Oui, tout à fait, c'est une nouvelle naissance. Ouais. C'est tout à fait une nouvelle naissance. C'est très fort, hein, quand même. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà? Est-ce qu'on peut parler un petit peu des différentes strates, justement? Que font les défunts? Est-ce qu'ils gardent leur personnalité? Comment est-ce qu'ils évoluent? Ce qui semble déjà, c'est commun à tous, que ce soit les contacts avec les défunts qui nous le disent, les médiums, la transcommunication instrumentale, enfin tous les moyens de contact avec les consciences des défunts. Ce qui semble commun, c'est que il y a plusieurs niveaux de résidence, on va dire, qui dépendent de l'état vibratoire de la personne.
On va dire que le corps physique et le corps éthérique ou corps d'énergie, si on veut dire, eux disparaissent après la mort. Par contre, les corps dits émotionnels, mentaux et spirituels, eux persistent pendant un certain temps, un temps suffisamment long, et avec eux, ils emportent la personnalité du défunt. Souvent, c'est-à-dire que les contacts avec les défunts sont assez vivantes, les médiums le disent, ou les gens qui sont contactés spontanément. Ils ont gardé une partie de leur humour, de leur tic, de leur trait de caractère, etc. Donc de leur corps émotionnel, mental et spirituel. Mais ils résident dans des mondes différents. C'est-à-dire qu'à part le pot d'accueil, c'est-à-dire qui est raconté par tout le monde, comme quand on arrive dans une entreprise, c'est-à-dire tous les gens qui meurent, qui font une expérience de mort imminente, il y a les défunts aimés de la vie qui viennent vous chercher, des guides, il y a tout un tas de gens qui vous accueillent. Bon, ça dure pas éternellement, quoi, le pot d'entrée dans une entreprise. Après, on se met au boulot, quoi. Et donc, il semble que les consciences, elles se mettent au travail, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles investissent des plans d'existence qui sont au niveau de leur niveau de vibration, de ce qu'elles émettent elles-mêmes. Elles peuvent créer des mondes ou co-créer des mondes avec d'autres âmes. Donc, il y a des mondes avec des sortes de maison céleste, mais c'est juste la conscience qui crée ça. Avec la conscience, il est beaucoup plus facile de créer que dans le monde terrestre. Dans le monde terrestre, on est vraiment ralenti, mis au sol, empêché dans ses capacités de création réelles par le corps physique et le corps éthérique. Là, comme il n'y a plus ces corps-là, qu'on est dans des plans supérieurs, eh bien, il y a la pensée et les émotions ont un impact sur ce que vous vivez, sur ce qui vous entoure. Donc, il y a des gens vraiment qui se créent leur petit monde ou qui rejoignent des mondes de gens qui ont déjà vibré à peu près au même niveau et donc voilà, qui ont déjà préparé des maisons pour eux, on va dire, ou des univers pour eux pour vivre. Mais ce sont des endroits où on apprend, on continue à apprendre. Toujours pareil, pour évoluer vers des mondes de plus en plus éthérés, de plus en plus sans forme, de plus en plus centrés sur l'amour, de plus en plus centrés sur la connaissance et le vécu, que moi c'est toi et toi c'est moi, et que tout est interconnecté, tout s'interpénètre et tout a un effet sur tout. Et qu'au bout du compte, il n'y a plus que le un, la source dont on vient tous et qui relie tout aussi et qui nourrit tout. Donc petit à petit, la conscience, au lieu de juste le dire comme je suis en train de le dire et de l'avoir lu dans des livres ou de l'avoir vécu en partie, elle le vit de plus en plus à 100% et c'est évident pour elle, si vous voulez, tout ça. Donc il y a une sorte d'épuration, une sorte de simplification, une sorte de retour à la source, mais avec des moments où on peut redescendre dans des niveaux plus bas pour refaire des expériences, comme si la conscience voulait se dire, non, mais je suis retourné un peu sur Terre ou d'autres mondes parce que là j'ai encore des expériences à faire pour accroître ma connaissance, m'amuser encore un peu dans les mondes de forme et de matière ou immatériels que je crée. Et ça dépend du niveau de conscience qu'on avait voilà, ouais, il y a sur beaucoup... Terre, ou alors est-ce qu'on peut avoir un espèce de choc de conscience justement en arrivant dans cet état-là et de décider de croître, voilà, en disant bah oui, je me rends compte qu'en voyant défiler dans ma vie, je suis passé à côté de ça et maintenant je veux plus ça, je veux vraiment. Alors ça, il peut y avoir de tout effectivement. Il y a des gens qui se réincarnent a priori pour terminer ou continuer quelque chose ou pour un certain travail. D'autres qui vont dans d'autres plans non incarnés ou dans d'autres univers parallèles ou invisibles, tout ce que vous voulez, reviennent sous forme de différents esprits. Donc il y a un peu de tout, suivant finalement ce que la conscience elle-même, ce qui reste encore d'individuel dans la conscience, parce que petit à petit ça s'efface, elle devient de moins en moins individuée, comme je disais, mais tant qu'elle est un peu individuée, elle peut avoir des souhaits, des préférences, des envies ou des intuitions de plus en plus proches de la source, de ce qu'elle pourrait bien faire elle avec ses particularités, en quoi elle peut être utile avec ses particularités elle. Chaque petite conscience n'est qu'un rayon différencié d'un grand soleil, qui est la conscience de départ avec un grand C majuscule, qui représente une des facettes de cette grande conscience, une des qualités, une des essences de cette grande conscience qu'elle veut incarner ou avec lesquelles elle veut jouer. C'est pour ça. Mais plus ou moins, on est tous au service d'une grande conscience et on est tous frères et sœurs d'une grande conscience, on va dire. Qui d'ailleurs, on existe, à un moment, il n'y a plus de frères et de sœurs, il n'y a plus de moi et vous, il y a plus qu'elle, quoi. C'est ce que dans le Brahman, enfin, les hindous appellent ça Tatvamasi. Tu es cela. C'est-à-dire que le petit tu, le petit Atman, le petit conscience individuelle, la petite âme, est Brahman, le tout, le un, l'infini. Tatvamasi, tu es cela, tu es le grand tout. Et on le vit de plus en plus que l'on s'approche de la source lors de l'évolution de la conscience. Mais sûrement que c'est des cycles. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de choses qui amènent à penser que c'est un peu comme un océan. L'océan, on va dire, c'est la grande conscience. Il fait un mouvement, il met des ondes, il émet des vagues qui sont des formes très momentanées, très éphémères. Notre vie peut être comparée à une vague, bien sûr, même si c'est sur 100 ans, c'est pour l'univers, pour l'intensité, pour l'immensité, c'est une vague, c'est le temps d'une vague, quoi. Donc, on peut imaginer qu'il émet des vagues, des rouleaux, qui s'enroulent autour d'eux-mêmes, qui font et puis après, hop, la vague revient et se met de nouveau au fond de l'océan, etc. Et on peut imaginer qu'il y a des cycles comme ça, où il y a
petites consciences qui se différencient progressivement qui sont des clivages, presque des dissociations presque de la grande conscience, et qui donc s'incarnent momentanément dans des corps plus ou moins subtils, plus ou moins élevés en vibration, puis qui ensuite revient et se rapproche à nouveau de la source pour s'y fondre, puis ensuite de nouveau est éjecté, comme le soleil qui éjecte des rayons, fait des expériences, ramène des connaissances, ramène de la conscience, et vous voyez, ça, on peut imaginer ça sous forme de cycle. Pas imaginer, c'est plus qu'imaginer, parce que tout ça, c'est une synthèse de ce qui est ramené par beaucoup de médiums de différents types, de communicateurs avec les défunts, de ce que vivent aussi les gens, dans des expériences spirituelles, sans qu'il y ait d'approche de la mort, sans qu'il y ait de psychédéliques de prix, c'est-à-dire des expériences mystiques sauvages, spontanées, hors religion. Ouais. Il y a aussi des gens qui vivent ça et qui voient ces différents plans sans être obligés de passer par la case je décède. C'est simplement que leur conscience s'est tellement élargie qu'elle monte tellement en vibration qu'ils peuvent aller voir ces mondes auxquels normalement n'ont accès que les défunts, parce qu'ils sont plus alourdis par leur corps physique et éthérique. Mais on peut aussi visiter ces mondes sans mourir, quoi. Alors justement, ces états modifiés de conscience là, qui permettent de se mettre en lien avec l'au-delà, qu'ils soient spontanés ou provoqués, comment est-ce qu'on peut justement y accéder, et est-ce que c'est souhaitable aussi de faire ces expériences? Je pense aussi à la santé mentale, vous qui êtes psychiatre. Oui, tout à fait. Alors c'est pour ça, c'est bien que je sois psychiatre, que j'ai travaillé 16 ans dans un hôpital psychiatrique en étant spécialisé dans la psychose, dans la réadaptation sociale des psychotiques, la thérapie cognitive psychotique. Donc, ça me donne une certaine autorité et légitimité, je dirais, et il en faut dans ce domaine, hein, parce que sinon, on est vite pris pour un Charlot, quoi, ou une sorte de gars qui a une pensée magique New Age, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais bref, j'ai travaillé beaucoup avec les patients psychotiques, donc je peux vraiment faire la différence entre ce qui est de la psychose et ce qui est de la, entre guillemets, les normo-névrosés, on va dire. Et comment on obtient ces... Alors on n'est pas obligé du tout. C'est pas une obligation ni morale, ni spirituelle, ni même intellectuelle de contacter ces dimensions-là. Si on a envie de faire cette expérience, par exemple, est-ce que c'est plutôt une bonne idée si on le souhaite, ou il y a quand même des précautions à prendre? Ah ben, il suffit pas de le souhaiter. Si vous voulez, la plupart des techniques spirituelles qui permettent de diminuer l'activité du petit moi, de l'ego, donc le brouillage mental, donc l'hypnose de la conscience par ce brouillage mental, vont libérer la conscience, vont lui permettre de s'élargir et de visiter ces dimensions. Mais au départ, c'est pas fait pour. On se dit pas, les gens ne pratiquent pas une méthode spirituelle juste pour aller visiter des mondes invisibles et tout. C'est plutôt, on va dire, un effet secondaire. Enfin, secondaire, c'est négatif. Un effet inattendu ou un effet non forcément souhaité. Collatéral, mais positif, on va dire, parce que ça élargit l'esprit. On voit qu'on n'est pas que le corps. On voit qu'il existe d'autres mondes. On voit que après la vie, il y aura sûrement quelque chose qui est très très agréable pour avoir moins peur de la mort. Ça s'était montré. C'est pour ça qu'on propose alors des psychédéliques aux gens qui font des expériences, des détresses anxieuses ou dépressives juste avant de mourir parce qu'ils sont en fin de vie. Si les psychédéliques comme le LSD ou les champignons psilocybine sont utilisés avec succès par des chercheurs, hein, et de plus en plus dans ces indications-là, c'est justement parce que eux, ça leur fera du bien de percevoir qu'il y a une autre dimension que juste la dimension matérielle. Ça les aidera à s'approcher plus sereinement de la mort, avec moins de douleurs physiques d'ailleurs. C'est marrant parce que c'est efficace et psychique sur les douleurs physiques qui sont résistantes aux autres médicaments, juste parce que ça induit cet effet justement d'ouverture spirituelle. Ça passe par là. Comme s'il y avait une forme de somatisation qui voilà, tout à fait, qui est liée à l'angoisse, à la dépression, et au refus, et à la contraction, bien sûr. Et donc, pourquoi quelle était la question, vous me disiez? Non, je disais quand on... Oui, voilà, toutes les méthodes, dans les états de transe ou voilà, toutes les méthodes peuvent amener à ces rencontres-là, de ces dimensions-là, mais c'est pas ce qu'on cherche par une méthode spirituelle. D'abord, par une méthode spirituelle, on cherche surtout à pas fonctionner sous l'esclavagisme, le primat narcissique de l'ego. On cherche surtout à ouvrir la dimension du cœur et à se rendre compte qu'on est relié à tout le vivant et à tous les êtres, et je vous dis, la principale règle qu'on apprend par l'expérience dans l'expérience spirituelle, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ce que tu fais à toi, tu le fais aux autres. Ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi. Rien n'est anodin. Et c'est pas une injonction moralisante, etc. C'est une découverte de la conscience quand elle s'élargit. Et donc ça induit une éthique, une régulation, une autorégulation des comportements. Ce qui manque cruellement dans le monde. Hein. On aurait un monde plus conscient, c'est-à-dire moins néolibéral, capitaliste et concurrentiel et productiviste. On serait à mettre des régulations. La loi du marché non régulé et libre, c'est vraiment une belle connerie. Qu'il y a que des gens un peu
enfin je sais pas, rétrécis d'esprit, hein, je suis désolé pour notre président qui est un libéral, mais c'est comme ça, qui peuvent soutenir que c'est comme ça qu'on fonde un monde, c'est-à-dire sans régulation, sans éthique. C'est surtout la bonne façon d'accroître les inégalités, de créer de la souffrance et des injustices, ce qui est le cas du monde actuel, sous le primat de la loi de la concurrence. Oui, Les en même marchés. temps, enfin, je dis toujours ça, il est aussi le reflet de nos intériorités individuelles, hein. On forme un égrégore et un collectif Ah bah bien qui sûr, a bien généré sûr. ça. Ah bah évidemment, oui, quand on voit pour qui on vote chaque élection présidentielle, on est pas pleinement responsable et participatif. Mais en même temps, on nous maintient dans l'ignorance, il n'y a pas de cours d'économie, d'écologie et de politique pour les élèves, il n'y a pas de cours de réflexion là-dessus. Quand on est en classe, quoi, il n'y a pas Bon, c'est d'éducation pas grave, il y a émotionnelle. vos livres, il y a Oui, Métamorphose, il y a plein, maintenant voilà, il y a plein de choses. on va dire ça. On va dire ça. Euh, Revenons justement sur la conscience source originelle versus la petite conscience Oui. individuelle dont vous avez parlé tout à l'heure. Sur leur rapport, j'aimerais bien que vous réexpliquiez cette notion de relativité, de l'expérience que la conscience fait d'elle-même pour se ressentir, et du fait qu'aussi elle fonctionne sous forme à la fois de grand tout et à la fois d'ascenseur, de véhicule quelque Oui, alors part. c'est beaucoup à la fois, hein, tout ce que vous demandez. Non, je veux donner des C'est beaucoup métaphores. à la fois, et peut-être j'ai fait des erreurs dans ce que j'ai dit d'ailleurs, mais... Non, pas forcément, mais je vais plutôt donner une métaphore. Ça peut être condenser les choses. Alors c'est toujours faux, une métaphore ou partiellement faux, mais c'est suffisant pour expliquer un certain nombre de choses. Parce que pour aller au-delà, il faudrait encore faire d'autres expériences, donc ça sert déjà bien une métaphore. Oui, Euh, c'est parfait. une métaphore, si vous voulez, c'est comme si la conscience seule, quand elle est juste avec elle, la conscience d'origine, la conscience unique, elle peut même pas être consciente. Parce que pour être conscient, faut créer un miroir dans lequel on se réfléchit, quelque chose qui nous répond, quelque chose qui nous perçoit. C'est Berkeley qui disait exister, c'est être perçu. Il faut à la fois percevoir quelque chose d'autre que soi et être perçu par lui pour avoir la conscience d'exister. Donc on va dire la conscience qui risque, non c'est une métaphore, hein, qui risque vraiment de s'ennuyer tout si elle était toute seule avec elle-même dans un calme infini et absolu pour l'éternité. Oui, on va pas être à sa place. Elle crée des formes, c'est-à-dire des ralentissements, des limitations d'elle-même. Un peu comme quelqu'un qui s'ennuierait créerait un jeu de société, un Monopoly, en disant voilà, bah, si je tombe sur telle case, je devrais payer machin. Alors il est pas obligé, hein. Il est pas obligé de s'imposer de payer 20 000 euros quand il tombe sur la case machin, et puis d'aller en prison pendant 15 jours, enfin 2 tours. Mais il le fait parce que c'est un jeu qui lui permet de prendre conscience de lui-même à travers les limites qu'il s'auto-impose. Vous voyez? Les formes sont des réceptacles qui ralentissent, qui condensent la conscience d'origine, mais qui lui permettent de se refléter et de s'adresser à elle-même et de jouer avec elle-même. Vous voyez, si dans un jeu de société vous changez sans arrêt les règles, eh ben vous pouvez plus jouer. C'est-à-dire si vous dites ah ben non maintenant c'est plus 20 000 c'est 10 000 et puis maintenant tu vas plus en prison tu vas là, bah attends comment vous voyez la conscience crée de la fixité, une sorte de déterminisme exocausal, c'est-à-dire des règles qu'elle ne maîtrise plus, qu'elle pose comme ça, pour pouvoir ensuite se retrouver et jouer à se retrouver et jouer à comprendre et à apprendre grâce aux obstacles qu'elle se donne. Si vous faites de la musculation, par exemple, si vous prenez un stylo dans votre main et que vous faites de la musculation de vos biceps, c'est-à-dire en fléchissant le bras, vous n'allez pas vous muscler beaucoup. Hein. Si par contre vous mettez un poids de 50 kg et vous faites la même chose, les muscles ils vont vite grossir. Donc plus on a de résistance, plus on a d'obstacles, plus on progresse. Et la conscience, quelque part, elle est à la fois joueuse et en même temps elle est avide d'expérience. Elle ne peut le faire qu'en devenant deux, puis trois, puis multiples, et puis ensuite en essayant de se retrouver parmi les objets qu'elle a elle-même créés, si vous voulez. C'est un peu comme si c'était une conscience qui crée à la fois le Lego et puis l'enfant pour jouer avec. Le Lego, c'est la matière qui cherche à être réceptacle de la conscience, et l'enfant, c'est nous qui jouons avec cette matière, mais qui donnons des informations à la conscience. Elle s'amuse grâce à nous et à travers nous. Vous voyez, on est tous des sortes de pseudopodes qui a émis la conscience pour aller travailler dans le charbon, dans la matière, quoi. Donc, et on lui remonte des informations. Et alors, qu'est-ce que je vous disais? Oui, alors quelque part, moi j'aime bien prendre l'image de la conscience comme un grand soleil d'origine dont on est tous des petits rayons différenciés qui expriment une des facettes de la conscience, vous voyez. La conscience Donc, d'origine, ce serait quoi? On ah pourrait ben c'est l'appeler un aussi grand, c'est le une sorte de divin? grand champ. C'est une sorte de grand champ, on pourrait appeler ça une substance immatérielle, substance au sens de Spinoza, par exemple, qui lui dit à la fois le psychisme et la matière viennent de cette substance, ce qu'on appelle un idéalisme moniste, non duel finalement.
C'est une sorte de champ dans lequel on pourrait dire un champ de vie, V-I-E. Alors V égale vibration, I égale intelligence ou information, et E égale énergie. C'est un champ comme ça qui condense ses propriétés et qui peut se focaliser, se ralentir et donner une forme ou pas, ou rester en tant que tel une sorte de bouillonnement, on va dire bouillonnement quantique chaotique et permanent, mais qui peut prendre forme. Ce fameux je ne sais quoi, c'est ça? Oui, on peut appeler champ du point zéro ou champ du vide quantique, ça a eu différents noms, mais peu importe. Et la petite conscience peut continuer à interagir avec la grande conscience. C'est pour ça que quand elle a des propriétés non locales, elle peut continuer à interférer sur la matière, mais aussi sur la grande conscience, lui ramener des informations, mais aussi prendre connaissance de ce qui se passe dans la grande conscience ou donner lieu à des phénomènes de grande conscience. Je m'explique. Si on essaie d'influencer par la pensée, par la conscience, par l'intention des générateurs de nombres aléatoires, on peut y arriver. C'est ce qu'on appelle la psychokinèse, c'est-à-dire le psychisme qui agit sur la matière. Parce que dans la matière, il y a un peu de conscience, toujours. Ce qu'on appelle le panpsychisme. Bref. Je ne veux pas vous trop compliquer les choses. Vous dites il y en a peu. Mais si de nombreuses consciences pensent en même temps la même chose, elles peuvent influencer des générateurs de nombres aléatoires dans le monde entier. Ça a été démontré. Et quand il y a des grands événements, je crois, le 11 septembre. Voilà, quand il y a des grands événements comme le 11 septembre ou les Jeux Olympiques, etc., quand il y a des grandes émotions collectives, partout dans le monde, les générateurs de nombres aléatoires se mettent à ne plus être aléatoires, c'est-à-dire à être influencés par le champ qui se dégage, le grand champ de toutes les consciences, qui deviennent un grand champ de conscience et qui influence même le grand champ de conscience d'origine, on pourrait dire. Donc il y a des interactions, le grand champ continue à informer les petites consciences, et les petites consciences font remonter de l'information au grand champ et peuvent même influencer en retour. On sait par exemple en physique quantique que l'observateur peut modifier l'observation. Ça c'est de la micro-psychokinèse à un niveau comment dirais-je, très sous-atomique, enfin ce qu'on appelle les particules subatomiques, quoi. Oui. Électrons, protons, neutrons, etc. peuvent être modifiés dans leur comportement par l'intention d'un observateur ou l'action d'un observateur, suivant ce que veut ou pas faire l'observateur. Donc même au niveau de la matière la plus basique, la plus petite, la conscience intervient. C'est d'ailleurs ce qui a fait que la physique quantique est devenue un immense laboratoire pour étudier les effets de la conscience sur la matière. C'est la question que je vous posais aussi. Est-ce qu'on peut l'appeler Dieu, cette grande conscience on pourrait l'appeler Dieu 2.0. Dieu 2.0. Moi, j'ai un projet de faire un livre avec tout ce qui est approche philosophique, scientifique, spirituelle, et mystique. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre Enfin bref, et qui montre qu'effectivement ce qu'on appelle la conscience, on l'appelait avant, on lui donnait avant les propriétés de Dieu, mais en la personnalisant, en l'anthropologisant trop, en lui faisant dire ce qu'elle ne dit pas, pour des raisons politiques ou de pouvoir spirituel sur le monde, etc. Donc, dans l'approche dite apophatique, c'est-à-dire où on définit Dieu parce qu'il n'est pas, donc il n'est ni ceci, ni ceci, ni ceci, ni cela, donc il reste un grand mystère, un grand vide, dans lequel justement la conscience peut se reposer et se déposer et s'unir à la grande conscience, à Dieu, bref, en faisant le ménage, quoi. C'est la voie apophatique, la voie négative. Eh bien, on définit par ce qu'il n'est pas. Ben voilà, donc on évite de faire Dieu à l'image de l'homme. Comme disait Voltaire, on l'a trop fait à l'image de l'homme. Dieu nous a fait à son image, mais nous, on lui a bien rendu l'appareil, disait Voltaire, c'est qu'on on l'a bien rendu avec des caractéristiques émotionnelles et mentales qui sont celles de l'homme, mais absolument pas celles de la conscience. Donc, si on dépoussière l'image de Dieu, on n'en prend que le noyau universel, c'est-à-dire ce que tous les mystiques montrent, autant les religions se différencient avec les dogmes, les croyances qu'elles ont définies, à partir de la source originelle des mystiques, ou des premiers prophètes, ou ce que vous voulez, autant chaque branche religieuse a une branche mystique. Par exemple, la Kabbale chez les Juifs, le soufisme chez les musulmans, les gnostiques ou autres chez les chrétiens, etc. Bref, chaque branche chaque branche religieuse, chaque religion a une branche mystique, et cette branche mystique, elle dit la même chose que les autres. Il y a un noyau commun. Aldous Huxley appelait ça la philosophie pérenne. C'est-à-dire qu'en fait, le tronc final commun de toutes les religions, des expériences spirituelles, il est indépendant des religions. Donc c'est intéressant parce que là, ce qu'on rencontre, c'est effectivement une forme de grande conscience, de tout, qui a les propriétés de Dieu. Mais des propriétés élevées, pas des propriétés humaines projetées sur lui. De ce qu'on en a fait. Oui, de ce qu'on en fait.
de l'interprétation. On parle pas ici du Dieu opium du peuple ou Dieu résultat d'une névrose où on remplace papa par Dieu, etc. C'est tout autre chose dont il s'agit. On parle de la grande source d'amour universelle, hein, quand on dit ça. Voilà, oui, tout à fait. Rupert Sheldrake dit, et vous le citez dans votre livre, le cerveau n'est donc pas, qui est ce scientifique anglais, le cerveau n'est donc pas un organe de stockage des souvenirs, des informations, mais bien de liaison avec la banque de données des champs morphiques. Et donc ça nous renvoie au champ de la conscience et à cette histoire de soleil et de rayons dont vous venez de Tout à parler. fait, tout à fait. Oui, ou ce qu'on appelle le cloud, les nuages d'informations, Oui. qui sont pas localisés dans l'ordinateur, mais qui l'ordinateur permet de s'en servir pour la petite conscience. Il capte ces champs, mais c'est pas lui qui les garde en information. Si vous ouvrez l'ordinateur, il y aura pas les champs dedans. Comme quand je disais tout à l'heure, quand vous ouvrez le cerveau, il y aura pas la conscience dedans. Quand vous ouvrez le poste radio, il n'y a pas l'orchestre qui joue dedans. C'est ça. Ou le cheval, oui, tout simplement cette notion de véhicule. Oui, voilà. Hein, c'est ça. Qui sont à la fois, qui font corps et qui sont en même temps indépendants. Tout à fait. Ben, c'est ce que Bergson, le grand philosophe français, disait. Il comparait ça à un manteau qu'on met sur un clou. La conscience, c'est le manteau, le clou, c'est le cerveau. Vous voyez, pourtant, le manteau, c'est pas le clou. On est bien d'accord. Ouais. Mais le clou sert à accrocher momentanément la conscience. C'est ça. Alors, dans votre livre, vous relatez aussi, j'aimerais qu'on revienne là-dessus, l'expérience d'enfants qui se souviennent de vie antérieure. C'est vrai que moi, je trouve que c'est bluffant. De vie antérieure, tout à fait. Pas de filtre, hein, ou de vie future même, parfois. Ou de vie future, ou d'entre-deux-vie. Oui. Et d'ailleurs, quand ils se rappellent bien de l'entre-deux-vie, en général, ils se rappellent mieux encore de leur vie antérieure que les autres. Alors, c'est quoi l'entre-deux-vie, simplement pour le redéfinir? Ben, l'entre-deux-vie, c'est simplement que les enfants ont des souvenirs du moment où ils sont morts dans leur vie antérieure, de ce qui s'est passé juste après. Ensuite, dans le monde dans lequel ils étaient avant de se réincarner, les rencontres qu'ils y ont fait, comment ils ont pris la décision de revenir sur Terre. Donc, ils se rappellent de ça. Et il y a des choses frappantes, et c'est spontané, c'est pas induit par la religion, dans des familles qui sont pas du tout religieuses, où personne n'en parle jamais, etc., que ça arrive, Wayne Dyer a fait, c'est DYER, a fait un excellent ouvrage, justement, sur l'expérience spirituelle spontanée rapportée par les enfants, et notamment, il y a des souvenirs d'entre-deux vies, et parfois, ils rencontrent des personnes qui sont mortes, des morts de la famille dans laquelle ils vont s'incarner, et quand ensuite, plus tard, ils sont capables de parler, ils disent, quand j'étais au ciel, avant de venir sur Terre, j'ai vu un tel petit enfant qui avait ceci, cela comme caractéristique, ou un tel monsieur qui s'appelait machin, et les gens, les parents, ils sont atterris, mais comment il a su? On lui a jamais parlé de notre ancêtre, machin, qui s'appelait effectivement comme ça, qui a effectivement ceci, vous voyez? Donc, c'est très intéressant, les enfants, ils ramènent des informations, ou alors ils disent à leurs parents, je me souviens quand vous avez essayé de me faire, c'est le moment où j'ai choisi pour m'incarner, parce que vous étiez près de la plage, il y avait une maison jaune, et puis vous avez mangé au restaurant, puis après vous avez fait un bébé avec une musique. Puis les parents disent, mais comment il peut savoir ça? C'est exactement ça. C'est ces jours-là qu'on a probablement conçu notre enfant. Comment il a pu? J'étais au-dessus de vous, je vous voyais, quoi, et puis j'ai choisi, à cause de votre champ vibratoire, je me disais que, ils disent pas ça comme ça, les enfants, mais ils sentaient que c'était les bons parents pour vivre ce qu'il va vivre. D'ailleurs, nos parents sont toujours les bons parents. C'est pas forcément des bons parents, mais c'est les bons parents pour ce qu'on avait à vivre et à se paramétrer pour vivre sur Terre. C'est comme les chevaux de course, ils ont des œillères, c'est-à-dire nos limites, les souffrances qu'on a vécues notre famille. Effectivement, c'est bien dommage, mais en même temps, ça nous met des sortes d'œillères pour aller voir quelque part et pas ailleurs. Comme les chevaux de course, on leur met des œillères pour pas qu'ils se distraient et qu'ils aillent aller au-delà, ailleurs que là où ils sont censés aller avoir le but qui est de franchir la ligne d'arrivée, quoi. Nous, on se met des limites pour pas faire tout et n'importe quoi. Vous voyez, c'est marrant. Ouais, c'est marrant, et en même temps, parfois, c'est effrayant. Quand on voit certaines incarnations, on peut se dire, mais comment est-ce possible d'avoir fait quelque part un choix d'expérimenter ça? Ça paraît, en tout cas, de la vue d'humain. Oui, de la vue d'humain, et pourtant, vous voyez que c'est marrant parce que Kenneth String, qui est un psychologue américain qui a beaucoup travaillé sur l'expérience de mort imminente, il parle de ça. Il dit, de toute façon, dans ces dimensions-là, tout le monde est aimé, tout est déjà pardonné, tout sera en train d'être pardonné, tout a déjà été pardonné. Parce qu'en fait, c'est juste des bouts de conscience qui font l'expérience d'elles-mêmes, quoi. Donc, il y a personne à blâmer, il y a rien à juger, il y a juste à prendre conscience d'eux et à introduire encore plus d'amour dans la difficulté que ça représente de vivre sur Terre ou dans d'autres dimensions qui sont moins bon. Et souvent, quand ils parlent des expériences de mort imminente et que les gens, lors de leur revue de vie, sont pas jugés par l'être de lumière qui est là, bienveillant, et qui les regarde et les assiste,
Et les gens, bien sûr, tout ce qu'ils disent au bout d'un moment, ils disent même Hitler. Ouais, c'est le gros réflexe qu'on peut avoir. Et ben Kenneth Fring dit même Hitler. Les gens comprennent dans ces dimensions-là que personne ne va être puni et jugé. Hitler, il a fait beaucoup de choses qu'on peut juger de mal, entre guillemets. En tout cas, il a induit beaucoup de souffrance. Donc, lors de sa revue de vie, comme il va vivre à la place des gens ce qu'il leur a fait, mais c'est pas une punition, c'est une sorte de loi simple, de feedback, on pourrait dire. Eh ben, il va souffrir, mais ce sera pas une punition, mais il va beaucoup évoluer. Ce sera une sorte de grand enseignant, il va peut-être devenir un grand enseignant avec tout ce qu'il va comprendre. Il a pris une grosse part de boulot sur Terre, hein, je veux dire. Alors, effectivement, c'est pas drôle pour ceux qui l'ont croisé. Ça, c'est clair. Mais rien ne dit que ceux qui l'ont croisé n'ont pas, dans l'entre-deux-vie, choisi une vie dans laquelle ils se mettaient dans l'optique de vivre ça, pour eux aussi beaucoup progresser, eux aussi être très courageux. Parce que Hitler, il était courageux de vivre ça dans l'après-vie, de savoir qu'il allait faire, je sais pas s'il le savait, il le savait pas, il le savait au niveau de son âme, mais qu'il allait souffrir à ce point-là lors de la revue de vie. Mais disons, voilà, c'est des questions complexes, hein, ça. Hein, on peut pas. Moi, ce que je vous dis, c'est un mélange de ce que j'ai lu, expérimenté, mon intuition, etc. Mais après, personne peut dire j'ai la science infuse. Ce que je vous dis, c'est du gravé sur diamant, etc. quoi. Alors justement, vous parliez de l'âme. Qu'est-ce que c'est l'âme par rapport à la conscience? Ah ben l'âme, c'est ce qu'on appelle la conscience individuelle. Simplement, la conscience individuelle se sert de différents corps pour se différencier, pour se voir, pour se sentir, pour se toucher, pour sentir qu'elle sent, pour voir qu'elle voit, pour faire l'expérience qu'elle a une expérience. Donc elle s'enrobe dans ses corps, parce que j'ai ici une conscience sans corps, une conscience sans limite, et elle n'a plus conscience. Là, c'est le problème. Donc elle sort de ses corps. Et donc la question c'était, pardon? Non, c'était l'âme versus la Oui, conscience. alors pardon. Donc il y a différents corps, comme je vous disais, corps physique et énergétique, donc qui persistent pas après la mort, émotionnel, mental et spirituel. On pourrait dire, dans un sens plus restreint, que l'âme c'est le corps spirituel, mais parce que c'est le dernier à disparaître et à se fondre, mais on peut dire aussi que c'est le corps spirituel et tous ses souvenirs et toutes ses expériences particulières qui se rattachent à lui. Dans ce cas-là, le corps émotionnel et le corps mental font aussi partie de l'âme. Mais en fait, l'âme, c'est plutôt, comment vous dire ça? Si vous avez un tourbillon d'eau, le tourbillon prend une certaine forme. Pourtant, ces formes-là, la forme du tourbillon, c'est toujours de l'eau, même si ça a l'air d'être un objet. Ces parois restent de l'eau, ça n'est que de l'eau. Vous êtes d'accord? Pourtant, nous, on peut l'appeler tourbillon, on peut lui donner le nom d'un objet. Et ben, c'est un peu pareil. L'âme, on peut dire, c'est ce qui est reflété, ce qui se reflète dans les corps émotionnels, mental et spirituels. Mais en fait, c'est ni plus ni moins que la grande conscience qui a pris momentanément une forme particulière à cause de ses corps et qui donc se perçoit comme si le tourbillon était un cône, que ce cône soit fait de parois réfléchissantes en mercure, par exemple, et que donc, ce qui se passe à l'intérieur, c'est réflexion de réflexion de réflexion, c'est-à-dire le mental qui rumine, qui pense sur lui, qui pense à lui, qui arrête pas de réfléchir, vous voyez? C'est l'inverse de la conscience primaire pure où il n'y a plus aucune réflexion, c'est pré-réflexif. C'est la grande conscience qui est comme ça, elle est pré-réflexive. Quand on met un obstacle, quand on met une forme, ça devient réflexion, réflexion de la réflexion, réflexion de la réflexion de la réflexion, etc., à l'infini, comme des miroirs l'un en face de l'autre, qui créent plein d'images, vous savez. Si on met deux miroirs l'un en face de l'autre, ça fait des réflexions et ça fait on voit plein de miroirs en enfilade, vous voyez, en infini. Donc c'est un peu ça ce qui se passe dans la petite conscience. C'est des réflexions de réflexion. Donc l'âme, on pourrait dire, c'est ce qui se passe au niveau des corps physiques, émotionnels, mental et spirituel, ou bien certains plus diraient c'est le corps spirituel, ou bien disent non, c'est une forme momentanée de la grande conscience, qu'on appelle conscience individuelle, mais c'est la même chose, hein, conscience individuelle et âme. Ouais, ou le soi. Oui, ou le soi. Alors le soi, c'est presque effectivement, si on prend le sens jungien, plus le corps spirituel complété, quoi, si vous voulez, à 360 degrés, quoi. Oui. Vécu consciemment à 360 degrés. Le mandala. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la pure conscience. Voilà, de tout ce qui était fait, de toutes les polarités, toutes les choses conscientes et inconscientes, visibles et non visibles, fortes et faibles, enfin toutes les polarités qui sont dans le même mandala, quoi. Et c'est pour ça que, à l'approche de la mort, vous dites que effectivement la conscience s'élargit, que la mort d'ailleurs ne fait pas mal, même pas mal au moment de la mort. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est assez réjouissant, et que effectivement on pourrait se représenter ça comme vraiment quelque chose, peut-être une expérience de transe paroxystique et certainement jouissive d'une certaine manière. On pourrait peut-être aller jusque-là. Et vous dites que la conscience s'élargit à ce moment-là. Est-ce que c'est parce qu'elle touche justement à la grande conscience ? Elle pressent la rencontre avec la grande conscience. En touchant, si vous voulez, on pourrait voir ça comme des cercles concentriques. Le plus petit cercle, au centre, c'est l'état ordinaire de conscience.
Si on élargit un peu la conscience, c'est-à-dire que plus on élargit la conscience, plus l'attention peut s'éloigner du centre du cercle. Hein. Si on élargit la conscience et qu'on fait un second cercle autour, là on a ce qu'on appelle l'inconscient personnel ou l'inconscient transgénérationnel. Mmh. Vous voyez? Si on élargit encore le cercle autour, on a tous les phénomènes, les archétypes, les symboles, les rites, les figures légendaires ou imaginaires, enfin tout ce qui appartient à plus qu'à l'inconscient collectif, mais à Au sacré. ce que la chamane appelle le monde du rêve ou ce qu'on pourrait appeler, oui, le monde transpersonnel, au-delà du Mmh. personnel. L'histoire du monde, l'histoire de l'évolution du monde, les événements qui se passent dans le monde, toute la mémoire collective, etc. L'inconscient collectif de Jung, etc. Et si on élargit encore, là on arrive à quelque chose de plus spirituel, on peut appeler ça la rencontre avec l'esprit, avec la conscience, avec Dieu. Puis si on élargit encore, là on est dans ce que Renfort appelle UR, ou les psychologies, les religions apophatiques appellent le 1, c'est-à-dire on peut plus le qualifier, quoi. C'est à la fois capable de s'auto-engendrer, de s'auto-annihiler, c'est à la fois quelque chose et son contraire. C'est à la fois, ça n'a pas de naissance, ça n'a pas de fin. Vous voyez, on peut pas dire que c'est, on peut pas dire que ça n'est pas, on peut pas dire que c'est et que ça n'est pas. On peut dire donc, enfin bref, c'est tout des voies paradoxales qui disent qu'on peut rien dire, quoi, en fait, parce que c'est au-delà de notre compréhension, c'est au-delà de notre mentalité, c'est au-delà de tout, quoi. Donc on tombe dans ces eaux-là, donc quand la conscience s'élargit vraiment beaucoup. Donc vous voyez, la conscience elle s'élargit au fur et à mesure, et au fur et à mesure on rencontre d'autres domaines d'expérience, d'autres phénomènes. Vous voyez. Alors, je sais pas si j'ai répondu à votre question. La question, c'était est-ce que, parce que vous parlez de l'approche de la mort, que la conscience s'élargit quand Oui, un oui, sujet c'est-à-dire que s'approche de la mort. C'était ça ma question. Oui, Au d'accord, départ. parce qu'il y a moins de contraintes physiques. Le brouilleur cérébral perd de sa puissance, donc la conscience peut commencer à monter en fréquence et aller dans des domaines supérieurs, non visibles habituellement. Vous voyez? Oui, parce que vous parliez de la non-souffrance aussi au moment de la mort, Oui, alors qui est accompagnée effectivement. par cet élargissement de la Alors conscience. Il y a oui, ces parce deux que phénomènes. oui, tout à fait. C'est souvent le cas. Par exemple, quand des gens sont en train de se noyer ou sont en train de vivre une expérience qui les conduit à tous les coups à la mort, par exemple un alpiniste qui est en train de chuter, il y a eu des études là-dessus. Il y a une sorte de siège éjectable, c'est-à-dire c'est comme si quelque chose est prévu, comme dans un avion, le pilote peut s'éjecter, la course peut s'éjecter pour pas trop souffrir. Ça, c'est pour les morts rapides. Vous n'avez pas le temps ou en tout cas, vous souffrez pas, ou beaucoup moins que ce que vous croiriez, ce que vous auriez pu croire, pardon. Moi, une fois, par exemple, à la Réunion, j'ai failli me noyer. J'étais venu bêtement, je voulais porter secours à quelqu'un, mais en fait, la personne était prise par des rouleaux de vagues, mais en même temps, elle s'accrochait à moi. Et puis moi, je commençais à boire la tasse, et puis en fait, j'aurais rien pu faire. Je savais qu'il fallait me laisser dériver, quoi, pour sortir du système de rouleau. La personne ne le savait pas, elle se débattait, donc plus elle se débattait, plus elle buvait la tasse, plus c'était horrible. Donc à un moment, moi aussi, je buvais la tasse, et je savais que c'était la fin, quoi. Je savais que j'allais mourir ce jour-là. Et ben, ce qui est vachement étonnant, alors que j'avais toujours eu peur de mourir noyé en plus. C'est marrant, hein, ça, quand même. Ouais, Et c'est ben, fou, ce qui ouais. s'est passé, en fait, c'est que j'ai eu un moment de sorte d'extase. J'ai plus senti aucune peur. J'ai vécu cette fameuse ascension et ce début de tunnel de lumière. J'ai revu j'ai commencé à voir ma vie. Mais en fait, un surfeur a interrompu le processus. Parce qu'ils nous avaient vus, parce que les touristes qui se mettent sur des plages de sable noir, qui sont assez cons pour le faire, et puis qui après se font prendre par des rouleaux, puis qui savent pas eh ben, ils connaissent. Donc ils nous avaient vus arriver avec nos gros sabots de touristes, et ils sont venus à notre rescousse. Wow. Ils nous ont donné leur planche, parce que ça, ils savent Ça me faire fait des comment. frissons partout, votre histoire, là. Et là, c'était miraculeux. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais sûr d'être mort. J'ai pensé à mes enfants. Je me suis dit, je me suis dit, c'est pas possible, je peux plus les voir, quoi. Enfin, et ben non, ça a été interrompu Par ce par ce surfeur, surfeur, ouais, qui qui vous est a une sorte de sauvé. dieu qui est arrivé pour nous sauver. Celui-là, je lui suis reconnaissance éternelle, mais voilà. Et donc il y a un moment où on souffre plus. Déjà dans le corps, il y a des libérations d'endorphines, d'encéphaline, enfin toute la pharmacie intérieure. Il y a l'acidocétose qui fait qu'on sent moins, on est plus au fur et à mesure qu'on s'approche de la mort, on sent moins. Et au moment de la mort, on sent plus du tout. Les gens qui font des expériences de mort imminente, ils ne sentent plus leur corps douloureux du tout. Ils sont complètement dans une sorte de bien-être incroyable. Après, quand ils reviennent dans leur corps, ouais, là, ils sentent la douleur, là, de nouveau. Mais là, à ce moment-là, on ne sent plus. C'est fait pour. Les gens qui sentent, c'est vraiment quand ils sont encore trop accrochés à leur corps, soit parce que le corps n'est pas encore assez affaibli pour mourir,
voyez, soit parce qu'ils ont peur de mourir et qu'ils s'accrochent au-delà, qu'ils pourraient le laisser partir. Il y a des gens, quand ils se laissent partir et donc ils ne souffrent plus que quand ils ont vu telle personne parce qu'ils voulaient absolument le voir Mmh. avant leur mort, ou C'est le très temps que fréquent ça. Mmh. leur femme, leur fils est bien marié, ou l'enfant, leur petit enfant a eu le bac, ou quand ils ont réglé telle ou telle affaire. Alors là, ils se laissent et là, ils meurent. C'est très fréquent, effectivement. Ça fait partie de ce qu'on appelle les near-death awareness, conscience accrue à l'orée de la mort. C'est-à-dire que les gens, ils ont la prémonition de leur mort. Ils s'agissent comme s'ils savaient qu'ils allaient mourir alors que rien ne les présageait. Et bing, dans la semaine, ils meurent. Alors ça peut être d'un accident, hein, même un truc complètement imprévisible. C'est comme si l'âme, elle savait déjà qu'elle allait quitter le corps et qu'elle fait ses préparatifs. C'est ça. Et Mais là, on rejoint les travaux de Philippe Guillemant sur, enfin, et d'autres, hein, bien oui, et sûr, d'autres, sur hein, se ou de souvenir du Nancy futur. Callahan, Ouais. l'infirmière, voilà, plein de choses comme ça qui confirment, oui, tout à fait. Et pourquoi je vous parlais de ça? Parce que voilà, il y a des gens effectivement qui souffrent physiquement malgré les médicaments, mais bien souvent, c'est parce qu'ils s'accrochent, ils ont peur, quoi, ils veulent pas quitter leur corps. Et du coup, ça devient très douloureux, si vous voulez. À un moment donné, si un vêtement devient trop petit, vous serre trop, il faut le quitter parce que sinon vous allez souffrir, quoi. Vous voyez, s'il y a un caillou dans la chaussure, faut sortir le pied de la chaussure, quoi. Sinon vous allez vous faire mal en marchant, quoi. Ouais, Mais c'est stop, mais il y quoi. a une telle peur, une telle terreur vis-à-vis de la mort, surtout dans nos sociétés où c'est tabou, où on en a fait la grande faucheuse qui vous fait mal et qui est injuste et qui ne conduit qu'à l'anéantissement. Effectivement, la, les formes créées par la conscience ont parfois peur de disparaître. Elles s'autonomisent et elles veulent persister quoi qu'il arrive. Et donc elles résistent au changement. Et ben nous, on fait partie de ces formes-là, alors qu'on aurait bien plus intérêt à accepter de changer de forme rapidement pour en prendre une nouvelle qui est bien plus adaptée et qui Mmh. énergétiquement n'est plus douloureuse du tout, au contraire, qui est source d'extase. Ça vous a Donc c'est la bonne changé, vous, forme. de vivre cette expérience-là que vous avez racontée dans l'eau? Ah oui, bien sûr. Puis il y en a eu d'autres, hein. Moi, j'ai eu une expérience vraiment de mort partagée, c'est-à-dire que j'avais un ami qui était professeur de cardiologie, je dirais pas où pour pas On le qu'on reconnaisse? me reconnaisse, mais il avait déjà eu des volontés de suicide, et je lui avais fait voir un film, notamment par Stéphane Alix, là, je sais plus, de l'INRES, Oui. qui parlait justement des gens qui vivent des expériences de mort imminente. Et j'avais dit, tu vois, j'espère que si un jour tu fais quelque chose d'irréparable, parce que je souhaite absolument pas, mais je souhaite que tu vives ce genre de choses et que tu me préviennes et que tu me fasses sentir, tu me fasses un signe, un coucou. Et ben figurez-vous que il était à l'hôpital pour dépression. Et moi, une nuit, je suis en train de rêver. Et dans mon rêve, je sens que je sors du rêve. Je me réveille pas, mais je sors du rêve, c'est une réalité. Je sors de mon corps. Et là, je me dis, ouais, j'ai réussi à sortir de mon corps, génial, j'avais jamais réussi, ah, c'est trop bien. Et je suis attiré par la lumière et par pareil, la grâce, quoi. Et, euh, et je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et je me réveille, je sais pas pourquoi ça n'a pas duré, je sais pas pourquoi. Mais c'était vraiment beau, quoi. C'était vraiment, et je me réveille et je me dis, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai jamais vécu ça de ma vie, jamais. Je sais pas si je le revivrai. Mais c'était vraiment un début de décorporation et de montée vers la lumière. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je note l'heure, hein, parce que lui, je veux en avoir le cœur net s'il s'est passé quelque chose. Et je savais pas quoi. Et le lendemain, ben, j'apprends par la femme de mon copain qu'il s'était suicidé et qu'il a le décès remontait, d'après le messagiste, à l'heure à laquelle j'avais fait mon expérience, quoi. Wow. Donc Mmh. il m'a fait vivre, parce que moi c'est comme ça que j'interprète, hein, comme je lui avais dit, Mmh. allez fais-moi coucou, il m'a fait vivre le début de son expérience de mort au moment même où il mourait, et ça j'avais pas moyen de le savoir, si vous voulez, hein. Et même si je l'avais su, j'avais pas moyen de provoquer cette expérience, vous voyez. Bien sûr. Donc Ouais, c'est, ça fait partie des expériences qui vont marquer, oui. Mais ouais, c'est j'avais pas touchant, besoin ouais. de ça parce que si vous voulez, quand on lit vraiment la littérature et vraiment les gens qui ne connaissent rien, je vous en prie, lisez notre livre parce que c'est celui qui est le plus complet. Je veux dire dans le sens. Alors je dis pas qu'il est mieux que les autres, Vous dans le sens où recensez tout ce qui s'est passé, oui. je recense tout, c'est-à-dire avant la vie, les vies antérieures, les études réelles qui ont été faites qui montrent que quand les scientifiques vont voir des enfants qui déclarent avoir vu ça et ça dans telle ou telle ville où ils ont jamais pu aller, et ben que effectivement il s'est bien passé telle ou telle chose avant la naissance de l'enfant, quelqu'un est mort dans des conditions de telle chose, que d'ailleurs l'enfant a les cicatrices de la personne qui là où elle a été blessée par la mort violente qu'elle a subie, qu'elle a les phobies qui correspondent à la mort de la personne, enfin bref, il avait bien dans son ancienne vie trois sœurs qui s'appelaient un tel, et puis qu'il habitait bien à tel endroit et que la petite porte qui donnait sur le, enfin bref, des détails incroyables qui sont constatés par des chercheurs qui viennent vérifier a priori, c'est-à-dire avant que personne n'ait vérifié, si l'enfant, ce qu'il dit est vrai, s'il y a bien un monsieur un tel qui habite à telle ville de l'Inde, enfin, ou à d'autres endroits. Et donc, il y a eu plein de validations. Donc, enfin bref, on parle de l'avant,
avant la vie actuelle, la vie antérieure, on parle de l'entre-deux-vie, on parle de juste avant la mort, ce qu'on appelle les near-death awareness, les prémonitions, les visions comme les expériences de mort imminente que vivent les gens en même temps qu'ils perçoivent la réalité dans les deathbed visions, les visions des agonisants. Ils voient des paysages ou des défunts venir les chercher, les préparer pour les accompagner. Et souvent, quand ils voient ça, ils meurent dans les heures qui viennent. Mais pourtant, ils ont toute leur conscience à ce moment-là. Pendant la mort, c'est les EMI. Après la mort, c'est les contacts avec les défunts. Donc, on parle des contacts spontanés, des contacts par hypnose ou par EMDR, aussi par médium. Il y a 3 types de médiums qu'on décrit. Médiums mentaux, les médiums à trans et les médiums à effet physique. Et ça, c'est quelque chose. Les médiums à effet physique, ça a été vérifié. Il y a eu des huissiers, il y a eu des magiciens précipitateurs qui sont venus voir s'il n'y avait pas de trucage, des témoins scientifiques. Et vraiment, les médiums, ils sont capables de faire sortir de leur corps une sorte d'ectoplasme qui va matérialiser des choses, qui va faire des lévitations, des télétransportations, il va y avoir des voix qui s'activent dans différents endroits de la pièce, sur la voix de défunt, le défunt peut apparaître, enfin bref, c'est incroyable, et pourtant ça a été étudié scientifiquement, mais ça c'est, en France on n'entend jamais parler Non, c'est sûr. les On a médiums à l'image effet de Whoopi physique. Goldberg dans Ghost. Voilà, et donc voilà, tout à fait, et on en parle, et aussi, on parle aussi beaucoup des TCI, transcommunication instrumentale, comment des postes de radio, des postes de télé, des dispositifs électroniques différents peuvent permettre de capter la voix des morts et de dialoguer avec eux. Donc, ça s'appelle la TCI, transcommunication instrumentale. Charbonnier, justement, il a fait la transcommunication par hypnose. Il met les gens en hypnose pour qu'ils vivent des expériences de mort imminente ou les contacts avec les défunts. Vous voyez ? Donc, tout ça, on en parle. Et c'est le premier livre qui réunit vraiment tous les brindilles du fagot, qui les met ensemble. Et avec ça, je peux vous dire une chose, une fois qu'on a lu le livre, si on croit les scientifiques, on fait les études et les témoignages qui sont de bonne foi, mais surtout si on voit la cohérence de tout ça, il faut vraiment soit être de mauvaise foi, soit pas savoir lire, ou avoir un intérêt particulier à ne pas croire à ça. Du genre, j'ai trop peur qu'il y ait quelque chose après, parce que c'est tellement dur la vie, si en plus on a une éternité à vivre et qu'on peut même pas se sauver de ça, je préfère croire qu'il n'y a rien. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi les gens réagissent parfois comme si c'était une mauvaise nouvelle. Il y a quelque chose après. On dirait qu'on fait un crime en leur disant ça, quoi. Vous voyez? Ouais, bah écoutez, chacun se fera son avis. Moi, j'avais une question puisque vous avez parlé de votre ami qui s'est suicidé, et j'avais une question par rapport aux personnes justement qui se suicident. Est-ce qu'on a une idée de dans quel état ils sont juste après et comment ils peuvent évoluer? Ben, il y a deux choses. En fait, il n'y a pas de punition. Hein. Au contraire, il y a les médiums et tout décrivent des endroits, des sortes d'hôpitaux de l'après-vie, dans lesquels on aide ces âmes à faire la transition, à sortir de leur bouillonnement émotionnel. Parce qu'en fait, ce qui rend difficile le suicide, après la vie, c'est que les gens, ils sont toujours dans leurs émotions très négatives quand ils arrivent. Donc déjà, ça c'est encore à traiter. Deuxièmement, comme on fait une revue de vie, mais aussi qu'on est en contact avec les gens vivants encore, pendant 72 heures, Valérie Seguin a écrit un très beau livre là-dessus, sur les 72 heures après la mort, mais c'est toutes les traditions qui le disent, ça. Les esprits des défunts sont encore très proches de nous et peuvent vraiment sentir ce qu'on sent et être en communication télépathique avec nous. Donc le problème du suicidé, c'est qu'il voit et il sent la souffrance de ses proches. Et ça, pour lui, c'est horrible parce qu'il peut rien faire. Il peut plus rien faire là où il est. Et en plus, il comprend que la conscience peut pas mourir. Donc, que probablement, elle va rechoisir de revivre des choses. Donc, c'est reculer pour mieux sauter. Donc, il n'y a pas de punition. Au contraire, il y a beaucoup d'empathie de la part des esprits. Après, les gens, le problème, c'est que comme la conscience crée les mondes dans lesquels on s'enferme un peu après la mort, si vous êtes dans un état d'esprit très négatif, vous allez vous créer des mondes négatifs. Vous allez aller vers des mondes créés d'abord par d'autres consciences qui sont très négatifs. Vous voyez? Donc il faut dire une chose, c'est que il vaut mieux essayer de régler ses affaires, il vaut mieux essayer d'atteindre une certaine sérénité avant de se suicider. Bah alors vous allez me dire c'est idiot parce que on va plus se suicider si on va bien. Bah ouais, c'est ça le truc. Alors je voudrais quand même, parce qu'on approche à la fin de ce podcast, Olivier Chambon, puis je trouve que ce sujet-là est vraiment un sujet tellement particulier que ça mériterait presque de faire un podcast à part entière. Oui, parce que là déjà ça fait déjà 1h15 qu'on parle, donc c'est ouais, plus que d'habitude, quoi. Et cette dernière question, est-ce qu'on peut aider, effectivement, dans beaucoup de religions et dans beaucoup de spiritualités, les vivants aident aussi les défunts potentiellement à s'élever? Est-ce que c'est quelque chose qui a été abordé également, ça? Oui, c'est dans le chamanisme, c'est ce qu'on appelle le travail de psychopompe. Hein. Certaines consciences restent coincées à des niveaux de vibration qui ne sont pas les leurs ou qui les font souffrir. Soit parce que les cas typiques, c'est les gens qui sont morts brutalement sans s'en être rendu compte. Par exemple, vous prenez la rue, bing, un piano vous tombe sur la tête, vous êtes mort tout de suite. Vous n'avez même pas eu le temps de dire. Donc là, vous vous réveillez entre guillemets, mais parfois vous savez pas que vous êtes mort, quoi. Ou certaines personnes qui sont mortes dans des conditions atroces, quoi, et qui
qui voudraient revenir punir les gens à cause desquels ils sont morts comme ça, ou Il se y a un venger. excellent roman de Bernard Werber d'ailleurs sur ce sujet. Voilà, tout à fait. Ou bien les gens qui sont très très attachés au matériel, qui veulent rester dans leur maison, leur si belle maison qu'ils ont mis toute leur vie à construire et à orner comme ça. Enfin, ou les gens qui restent pour les autres, pour dire non, je peux pas laisser ma famille, les pauvres, qui sont, vous voyez, qui sont attirés par. Donc les psychopompes, il faut travailler de psychopompes pour certains médiums, c'est d'aller dans les dimensions où résident ces consciences et leur dire. La prière, tout simplement. Ou la prière, tout à fait, ou la prière des gens qui disent tu peux partir. On est peut-être triste, mais on fera avec. Tu n'as pas à gérer ça. Tu peux penser à toi maintenant et on s'occupera de nous. T'inquiète pas. Voilà, tout ça, c'est important de le dire aux défunts. Ouais, c'est important de libérer. Très important. Surtout si vous avez beaucoup de douleur, c'est important de dire aux défunts, ne te sens pas responsable de ça. Je vais voir des psys s'il le faut. Le temps se fera son travail, mais fais ce que tu as à faire, toi. Fais ta propre expérience, ta propre évolution. Pense plus à nous maintenant. T'es dans un autre domaine, tu peux plus faire pour nous maintenant. Donc c'est vrai qu'il faut aussi on dit que les mourants, il faut qu'ils lâchent leur corps pour accepter de mourir, pour pas trop souffrir, mais les vivants, il faut qu'ils lâchent leur mort pour pas les attirer trop sur un plan vibratoire trop faible. En tout cas, les gens qui font dans le service du travail de psychopompe, ou les guides, ou les médiums, enfin bref, tous les gens qui sont capables de le faire, effectivement, ils vont trouver l'âme pour lui dire, regarde, il y a un autre domaine qui t'attend. Regarde comme il est plus agréable, regarde comme il est plus lumineux, plus plein d'amour. Viens, visite, je vais te montrer viens avec moi, je connais bien les lieux. Par exemple, en chamanisme, on apprend à créer des lieux dans le monde d'en bas puis dans le monde d'en haut, qui soient des lieux à proposer aux défunts. Qui veut pour lui dire non, il y a des trucs bien, viens voir, je vais te faire visiter le pavillon modèle de ce lieu-là, et pour les convaincre. Et puis non, mais tu mérites, bien sûr que non, bien sûr t'as fait des choses dans ta vie, mais tout le monde a fait des choses comme ça. Personne n'est laissé de côté. Si tu veux appeler des guides ou la lumière ou l'amour, tu peux le faire. Ça, celui qui appelle reçoit. Vas-y. Tu as le droit, mais bien sûr tu as le droit. Parce qu'il y a des gens qui se sentent illégitimes, qui ont peur d'avoir fait de tels crimes que jamais personne pourrait jamais les accueillir dans un endroit où il y a de l'amour, si vous voulez. Ou les gens qui ont tellement de négativité en eux qu'ils ont créé, ou ils sont allés dans des mondes de négativité. Je veux dire, un criminel qui reste avec sa fureur, sa rage, et qui malgré l'accueil, malgré le fait qu'il voit qu'il y a autre chose et tout, choisit de rester dans la vibration négative, dans des mondes négatifs. On peut imaginer qu'effectivement on peut aller le trouver. Normalement, ça se fait tout seul. Il y a des systèmes de régulation dans l'au-delà pour ça. Jamais personne n'est laissé pour l'éternité tout seul, sans aide et sans proposition. Mais certains humains se font fort d'aller rejoindre les âmes et de leur indiquer d'autres chemins et leur expliquer que non, c'est bon. Il n'y a pas de punition. Elles n'ont pas besoin de se créer leur propre enfer et leur propre punition. Ça, c'est elles qui le font, mais ça n'est pas prévu à l'avance pour elles. Vous voyez ? Alors ça porte, je trouve, une grande espérance. Alors prions et pensons à nos morts et les surtout les 72 premières heures, tout à fait. Comment ? Surtout les 72 premières heures, tout à fait. Merci infiniment Olivier Chambon pour toutes ces informations. Alors on peut retrouver toutes ces réflexions dans votre livre avec Marie-Odile Riffard, dans votre dernier livre La vie après la mort, Pourquoi il faut y croire, aux éditions Larousse, qui est préfacé par notre ami Jocelyn Morrison. Alors dans cet incontournable répertoire des théories sur l'au-delà, vous trouverez évidemment les témoignages nombreux de ceux qui ont approché la mort de près et les interprétations des scientifiques qui s'y sont intéressés. Il y a un livre également en auto-édition complémentaire sur Amazon, sur Amazon, qui développe beaucoup la partie scientifique. Et qui s'appelle La conscience immortelle. La conscience immortelle, voilà, et qui va plus loin sur l'aspect scientifique. Olivier Chambon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au revoir à tout le monde. Oui, au revoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.